remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait pour lui. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Politero Prévost, champion olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Eh oui, 23h, une minute passée sur Radio Campus Lille, c'est l'heure du Campus Sport Club, une nouvelle émission à parler 100% sport jusque minuit. C'est déjà la 3e de cette saison 2, pour ceux qui nous ont écoutés et rejoints depuis la rentrée, avec ce petit générique. Fait toujours plaisir. Alors par contre, je sens qu'au long terme, on va se le bouffer peut-être un peu trop. Mais bon, on verra tout ça en cours de route. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, les campusiens et campusiennes, et bienvenue pour cette nouvelle émission à parler sport avec autour de la table, autour de moi, 4 nouveaux chroniqueurs qui font leur premier pas dans le Campus Sport Club, des premiers pas qui aboutiront, j'espère, à un semi, voire un marathon. On verra si vous avez les jambes pour ça. Et pour commencer ce tour de table, à ma gauche, celui qui introduira très bientôt cette émission avec la première chronique, c'est Baptiste. Comment tu vas, Baptiste ? Ça va très bien, je suis très très content d'être ici ce soir. Pas trop fatigué? Un peu, mais ça va. Ça va. Heureusement que je verse les primes de nuit, donc tu n'as pas de souci à te faire, absolument pas du tout. Face à moi, Jean. Comment tu vas, Jean? Très bien, moi je croyais qu'on venait bénévolement, mais je suis quand même hyper content d'être là. Oui, alors on va en reparler encore off du coup. Okay, je fais souvent des blagues à l'antenne. Et du coup, non, il y a vraiment pas de... Je sais pas du tout si t'as entendu parler même que tu me devais de l'argent en cours de... Ah ouais, carrément. Ouais, non, t'as pas entendu parler de ça? Non, on en parlera en on en parlera pas de ça, on en parlera pas. À ma droite, pour finir la présentation de cette nouvelle émission, c'est Tom. Comment tu vas, Tom? J'ai fait exprès de pas dire les noms de famille, déjà, parce que je me suis dit qu'en cours de route, enchaîner de Jean à Tom, il y avait déjà un petit piège. Donc, Tom, comment tu vas? Ça va très bien, un petit peu malade, c'est vrai, en ce début d'octobre, là, c'est la saison d'automne qui commence, quoi. C'est fini l'été, hein. Oh oui, Voilà. malheureusement. On commence déjà à pleurer. Il y a déjà des grosses pluies et on a tous la crève, on en paye le prix. Et pour finir, non des moindres, le dernier est toujours spécial. Je sais pas pourquoi. C'est le meilleur pour la fin. C'est bien pour la fin. On verra ça tout à l'heure, justement. Antoine, comment tu vas pour les immanquables? Du coup, vous l'aurez deviné, ceux qui nous écoutent habituellement. Je vais très bien. Je suis très content d'être ici aussi. J'ai hâte de commencer. Hâte de commencer, hâte de finir, du coup. Hâte de finir. Ah bah oui. Ah bah non, mais il faut être au taquet, hein, t'as vu. Écoutez, on va démarrer comme d'habitude avec les résultats. Du coup, Baptiste, c'est bon, là, il est prêt. Au taquet. Je suis chaud. Au taquet chaud. Il l'a déjà découvert avant, mais on va pouvoir le découvrir tous ensemble en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM, le petit jingle des résultats. Et on s'écoute cette chronique. Football, rugby, MMA ou encore cyclisme, c'est l'heure des résultats de la semaine sur le Campus Sport Club. Il y avait la Ligue des Champions la semaine passée, si vous nous avez déjà écouté. Il y a encore eu la Ligue des Champions ce soir, mais elle n'est pas masculine, celle-là. Ouais, on commence par du football féminin et la belle victoire de l'Olympique Lyonnais face à Galatasaray 3-0. Les joueuses de Montemuro ont livré une prestation solide face au club turc. Diani s'est illustrée 2 fois à la 34e et la 77e minute. La défenseuse canadienne Vanessa Gilles a également marqué un but à la 45e minute. Les Lyonnaises sont donc premières de leur groupe pour l'instant grâce à cette première victoire, devant la Roma, suivie de Wolfsburg et de Galatasaray. On continue ensuite avec de la Ligue 1. Dimanche, Lens affrontait Strasbourg. Et Lens stagne à Strasbourg 2-2. But de Mbalen Zola à la 5e minute, puis égalisation de Abakar Silla à la 18e minute. Lens réagit juste avant la mi-temps avec un but de Andy Diouf, mais Diarra vient réduire l'écart sur pénalty à la 60e. Le RC Lens qui reste malheureusement sur 5 nuls sur ses 5 derniers matchs. Reims ensuite affrontait Montpellier et Reims continue sur sa belle lancée
4-2, but de Munetsi à la 6e minute, suivi par Keito Nakamura. Oumar Diakité marque ensuite au retour des vestiaires, suivi par Teddy Thomas à la 93e sur penalty. Reims reste sur 4 succès sur ses 5 derniers matchs. Enfin, dimanche, Paris finissait par confirmer sa méforme après la défaite face à Arsenal. 1-1 à l'Alliance Riviera, but de Ali Abdi à la 39e minute pour Nice, égalisation à la 52e minute pour Nuno Mendes. Samedi, Saint-Etienne recevait Auxerre dans un chaudron en feu, 3-1 pour les Stéphanois, triplé de David Tachvili, ça doit être un bonheur donc pour Willy Sagnol, son sélectionneur, qui est en plus stéphanois. Les Verts sortent de la zone rouge. Le LOSC affrontait dans la soirée Toulouse et a remporté le match. But de Angel Gomez à la 57e minute et de Bakker, malgré un but à la 32e minute du Marocain Zakaria Abourlal. Le LOSC confirme sa belle semaine après la victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Enfin, belle victoire pour Monaco 2-1 contre Rennes. Kerrer à la 6e minute a marqué, ainsi que Balogun, malgré un superbe golasso de Ludovic Blas à la 11e minute pour le Stade Rennais. L'AS Monaco confirme son statut de patron de la Ligue 1. C'est une preuve qu'il faudra compter sur eux pour le titre. Enfin, vendredi, Marseille concédait le nul face à Angers. But de Jonathan Rowe à la 51e minute et égalisation de El Melaili 3 minutes plus tard sur un superbe coup franc. Les équipes ont été réduites à 10. Neil Maupay a pris un carton rouge à la 30e minute et Rao Lissoa à la 26e minute pour Angers. Au classement, Monaco chipe la première place au PSG. Marseille est 3e, suivi de Reims, Lille et Lens. Toulouse, Montpellier et Angers sont dans la zone rouge. Qu'est-ce que vous retenez des performances de cette journée de Ligue 1, de ce week-end? Quelle est pour vous la performance ou est-ce que c'est Lens qui vraiment, alors là c'est même plus du ralenti, là ça patine fort. Ah ouais. Au moins ça prend des points. C'est ça, ils sont toujours invaincus quand même. Moi, ce que je retiens, c'est quoi? Il y a 3 équipes invaincues et que c'est plutôt des fortunes diverses. Il y a Monaco qui fait un super début de saison et qui est en tête du championnat. Il y a le PSG qui a une semaine un petit peu plus compliquée. Et puis il y a Lens qui, certes, a des difficultés, mais mine de rien est toujours invaincu. C'est quand même important en début de saison. Après, sur la physionomie du match de ce week-end, il menait 2 fois au score et pas gagné à la fin. C'est vrai que c'est dommage, mais ça continue à avancer quand même. Ouais, il y a cette décision aussi de Stéphanie Frappard pour penalty ou non. Peut-être aussi qui aurait pu redistribuer les cartes. Ouais. Et puis Marseille qui a eu aussi le malheur un peu de malchance aussi de concéder ce rouge alors que tout se déroulait super bien pour eux. Et puis il y a un joueur, un Neil Maupay, qui a décidé de s'en prendre à tout le monde, on sait pas pourquoi. Il s'est dit c'est le sang de Marseille, j'allais me prendre au jeu, j'allais à la bagarre. Donc voilà, Marseille aussi concède le nul et Paris aussi, mine de rien. Donc c'est vraiment Monaco qui fait des belles affaires. La preuve en est avec cette première place. Et Reims aussi, je trouve 4-2 contre Montpellier, 4 victoires sur ces 5 derniers matchs. Je trouve que Reims aussi fait une belle opération. Après, Will Steele se passe très bien pour l'instant. Ouais. On pouvait craindre un petit peu, et là, le début de saison est canon. Ouais. On continue peut-être avec un peu de foot européen. Oui, la Première Ligue, Liverpool conserve sa première place en Première Ligue en s'imposant sur la pelouse du 18e Crystal Palace grâce à un but à la 9e minute de Diogo Jota. Arsenal ensuite s'est imposé 3-1 contre Southampton, but de Havertz à la 58e minute, de Martinelli à la 68e et de Saka à la 88e. Le résultat 3-1, Arsenal reste 3e de Première Ligue. Enfin, Manchester City s'impose aussi contre Fulham sur le score de 3-2, buteur côté City Kovacic et Doku, côté Fulham Pereira et Muniz. En Ligue 1 ensuite, le Real Madrid fait vraiment un beau coup à Santiago Bernabéu en battant Villarreal le 3e. Les Madrilènes s'imposent sur le score de 2-0 grâce au but de Valverde et de Vinicius Junior. À noter surtout la blessure de Dani Carvajal qui souffrerait des ligaments croisés. Barcelone l'emporte sur la pelouse du Deportivo Alavés grâce à un triplé de Lewandowski à la 7e, 22e et 32e minute. Le Polonais a trouvé le chemin défilé à 12 reprises cette saison à 11 reprises en 12 matchs. Antoine Griezmann retrouvait son ancien club de dimanche, la Real Sociedad. Malgré un mauvais accueil, les Basques ont arraché le nul malgré avoir dominé du début du match jusqu'à la fin. But de Julián Alvarez à la première minute, réduction du score de Susic à la 84e. Au classement, Barcelone reste premier, suivi par le Real Madrid à 3 points, puis l'Atlético et Villarreal. Valladolid et Las Palmas restent respectivement avant-dernier et dernier du championnat.
La Serie A ensuite, le Napoli l'emporte face à Comme 3-1 et conforte sa première place au classement grâce au but de l'ancien mancunien McTominay, Lukaku et Neres. Victoire également de l'Inter Milan à domicile contre le Torino, 6e de Serie A. 3-2 grâce notamment à un Thuram en forme, auteur d'un triplé. L'Inter reste 2e au classement de la Serie A à 2 points du Napoli. Enfin, en résultat marquant, la Juve concède le nul face à Cagliari. Seulement 1 point pour les hommes de Motta qui affrontaient le 15e de Serie A. La Juventus reste 3e au classement. Enfin, en Bundesliga, donc Francfort arrache le nul face au Bayern dans un match électrique. But de 3 Français, c'est à noter. Ekitike pour Francfort et Olise Upamecano pour le Bayern Munich. Ensuite, l'Union Berlin crée la surprise et bat le Borussia Dortmund. But de Vogt à la 26e minute et de Vertessen côté Union et but de Ryerson soit à la 62e côté Dortmund. Enfin, Leverkusen est accroché par le Holstein Kiel 2-2. But de Boniface et Hoffmann côté Leverkusen. But de Geschwil et Harp côté Holstein Kiel. Le Bayern reste premier, suivi par Leipzig, Francfort, Freiburg, puis Leverkusen. On a des internationaux français qui ont marqué ce week-end. On espère peut-être au moins qu'ils rééditent en sélection. Je sais pas du tout si Marcus Thuram qui s'offre un triplé, ce qui va un peu débloquer aussi ces petits soucis, j'ai envie de dire, en équipe de France. C'est vrai, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est jamais un peu le même joueur, celui qu'on voit à l'Inter et celui qu'on voit en équipe de France. En équipe de France, il est... Alors, peut-être une question de jeu, de proposition de jeu aussi, entre les entraîneurs. Ouais. On voit qu'il est très bon avec 2 attaquants, ce qu'il n'a pas toujours en équipe de France. Il est souvent placé à gauche, alors que ça fait un moment qu'il a plus joué à ce poste-là en club. Ça l'aide pas forcément. Ouais. Et sinon, pour ce qui est de Michael Olise, peut-être par rapport à son but ce week-end, Tom, t'as un... Michael Olise, il confirme son début de saison incroyable avec le Bayern Munich. J'avoue que c'était le portrait, je fais écho à ça, c'était aussi un portrait dans le Campus Sport Club. Il était très attendu, surtout quand on le voit un peu comme le remplaçant de Kingsley Coman. Et là, il réussit à enchaîner les buts et puis les bonnes performances. En tout cas, ça sent bon pour l'équipe de France parce que je pense ce rassemblement, il a une bonne place à se faire. Super. Et on va pouvoir enchaîner. Maintenant, on finit cette page foot. On va partir vers l'Ovalie, s'il te plaît, Baptiste. Oui, samedi, le leader du classement Bordeaux-Bègles recevait Bayonne. Nicolas Deporter inscrit le premier essai pour l'UBB à la 12e minute. Sur une superbe action collective, Bayonne repasse devant au score grâce à un essai de Maxime Machenaud à la 15e minute transformé par Joris Second. Mais l'UBB revient et amplifie même son avance grâce à un deuxième essai à la 36e minute de Cyril Cazot. Juste avant la mi-temps, l'UBB se fait peur et laisse de l'espoir à Bayonne. L'Aviron revient à 5 longueurs avant la mi-temps grâce à la pénalité transformée de Joris Second. Au retour des vestiaires, l'UBB pousse et est récompensé grâce à un essai de la recrue Temo Maïchou. L'UBB reprend 10 points d'avance à la 42e minute. Ils accentuent même leur avance grâce à un 4e essai de Romain Buros transformé. Ils se pensent en sécurité avec 17 points d'avance. Cependant, Bayonne revient dans la course. Sur une perte de balle, l'Argentin Rodrigo Bruni a inscrit le 2e essai de l'Aviron. Bayonne revient même au score à la 72e grâce à un essai du 3/4, Johan Orabé transformé par Joris Second. Au bout du suspense, c'est bien l'UBB qui remporte ce match grâce à une ultime pénalité transformée par Matteo Garcia. Résultat 30-27 pour l'UBB qui s'est fait peur mais qui conserve sa place de leader. La Rochelle a gagné aussi solidement face à Lyon 43-22. Les internationaux de La Rochelle ont été à leur avantage dans le sillage d'un duo d'anti-Boudouan particulièrement en forme. Côté lyonnais, l'arrière géorgien David Nignashvili qui portera les couleurs maritimes dès l'été prochain, était moins inspiré que d'ordinaire. Castres bat le vainqueur de la Champions Cup, le Stade Toulousain, et prend la 3e case 28-23. Enfin, Clermont s'en sort in extremis face à Toulon, 19-18. À noter une fin de match tendue avec la colère des Varois à l'encontre de la bite, Monsieur Marbeau. Bordeaux-Bègles reste toujours premier du top 14, mais suivi désormais par La Rochelle et Castres. Toulon et le Stade Toulousain sont désormais 4e et 5e. Les derniers au classement sont Montpellier et Villeurbanne. On switch. T'as eu le jeu de mots là, on passe sur les parquets ballon orange. Oui, on avait donc de la Betclic Elite ce week-end et Cholet a réalisé un gros coup face au premier club nordiste, Gravelines Dunkerque, en s'imposant 106-74. À noter la belle performance de l'ailier Melvin Cleveland, auteur de 19 points et une passe décisive, et de Steph Smith, qui a réalisé 5 rebonds et marqué 14 points. Cholet donc reste premier et Gravelines Dunkerque est
4e. Le Portel s'impose aussi, donc le deuxième club nordiste s'impose contre Chalon-sur-Saône 87-81 et donc remonte à la 13e place. À noter la grosse performance de l'ailier Jack Nung, auteur de 32 points et 7 rebonds. Dans les autres résultats, Lyon-Villeurbanne s'impose contre Monaco et conserve sa 2e place. Saint-Quentin s'impose aussi contre Nancy 104-96 et Paris s'impose contre La Rochelle 84-75. Paris reste 6e. En début de semaine aussi, la semaine dernière, on avait de l'Euroleague. Paris a perdu contre l'Étoile Rouge de Belgrade 77-80. Monaco s'est imposé contre l'Olympia Milan 93-80. Notez la belle performance d'Alpha Diallo, 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Le Maccabi Haïfa a remporté son match contre Lyon 89-82. Au classement de l'Euroleague, Monaco reste premier, Paris est 10e et Lyon 12e. C'est pas mal quand même, Monaco premier, on aime bien. C'est clair. C'est un bon point en tout cas pour démarrer l'Euroleague, c'est jamais évident. Et puis si tu le veux bien, on va finir sur du 2 roues, peut-être. Oui, avec Tadej Pogačar, l'ogre Tadej Pogačar qui survole le Tour d'Émilie pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel. Il est encore parti seul à 38 km de l'arrivée. On ne l'arrête plus. Fini avec 2 minutes d'avance sur le deuxième, le cyclocrossman et vététiste Tom Pidcock. Et sur le coureur de la Polticometa, Davide Piganzoli. Christophe Laporte s'est adjugé aussi ce dimanche sa première victoire de la saison, la classique Paris-Tours sur un terrain gras et boueux. Le Français devance le Tchèque Matthias Vacek au sprint à Grammont. Le Belge Jasper Philipsen termine à la 3e place à 21 secondes de Christophe Laporte. Enfin, pour terminer, victoire de Mathieu Van Der Poel sur les championnats du monde de Gravel. Le Néerlandais est parti seul à 13 km de l'arrivée. Les Belges Florian Vermeersch et Quinten Hermans finissent 2e et 3e. À noter l'incroyable palmarès pour Mathieu Van Der Poel qui obtient son 8e maillot arc-en-ciel. On ne l'arrête plus. On n'arrête plus et puis on commence aussi à entendre toujours et encore les mêmes noms avec Mathieu Van Der Poel, avec Tadej Pogačar et Christophe Laporte. N'oubliez pas Christophe Laporte. Oui, c'est vrai. Vous avez un retour là-dessus, les autres en cette fin de saison qui soient tout aussi fringants et éclaboussants de niveau et de talent, ces cyclistes-là? J'ai l'impression que dans le cyclisme moderne, en tout cas depuis que Tadej Pogačar et autres Mathieu Van Der Poel sont arrivés, cette histoire de pic de forme, je vais pas dire que ça existe plus, mais c'est largement amoindri. Il y a certains coureurs qui fonctionnent toujours comme ça, comme un Jonas Vingegaard qui, au mois de mars-avril, va encore être un petit peu dans les cordes, alors qu'une fois arrivé sur le Tour de France, il est en pleine forme. Mais Pogačar, ce qu'on a vu, c'est qu'il est capable de performer dès lors qu'il s'aligne sur une course et il est toujours capable de s'imposer. Vingegaard est un diesel. Exactement. Pour reprendre l'expression. Tom, Antoine, un petit mot aussi là-dessus ou... Après, Tadej Pogačar, il roule sur tout le monde, mais au moins il fait le spectacle. Le championnat du monde, il part à 100 km, là il repart à 30 km de l'arrivée, donc... Du cyclisme spectacle, c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu, c'était un peu plus disparate ces dernières années, en tout cas. Moi qui suis de loin le cyclisme, voir que Pogačar, c'est, je crois, sa 26e victoire cette saison. Ouais, cette année. J'ai arrêté de les compter. Hein. Je sais pas, année, saison, carrière. Maintenant, les chiffres, on commence à. Et c'est pas des petites victoires. Ouais, c'est pas la semaine dernière. C'est jamais des petites victoires. Et même Christophe Laporte Paris-Tours, ça reste une superbe course, la classique des feuilles mortes. Même pour lui, ça fait du bien dans une saison avec, on va dire, ces championnats du monde juste avant où ils espéraient peut-être un peu mieux dans le clan français. Moi, en tout cas. Ça peut relancer sa saison et même la lancer pour l'année prochaine. Oui. Des fois aussi, ces courses-là de fin de saison vont peut-être être, dire comment on appellerait ça, un escalator? Une rampe de lancement. Une rampe de lancement. Exactement. Je perdais mes mots, tu vois. Merci, Jean, pour ça. Et puis, pour finir et conclure, enfin, ces résultats, on est toujours sur du 2 roues, mais ça va un peu plus vite. Beaucoup plus vite, même. Oui, avec la MMA. Alex Pereira conserve son titre de champion dans la catégorie des poids mi-lourds après sa victoire contre l'Américain Khalil Rountree, qui était 8e au classement UFC par TKO au 4e round. Le Brésilien reste sur 5 victoires de suite à l'UFC. Et enfin, la MotoGP. Victoire de l'Italien Francesco Bagnaia sur le Grand Prix du Japon 2024. Il devance son compatriote Enea Bastianini et l'Espagnol Marc Marquez. Le Français Fabio Quartararo termine à la 12e place. Merci Baptiste pour ce gros condensé, mine de rien, des résultats. On va rester dans l'univers du 2 roues pour la petite pause musicale du soir, la première dans ce Campus Sport Club. Pour les fins connaisseurs à l'oreille, un peu de Bicycle Song des Red Hot. Je sais pas si ça écoute ici en hochement de tête. Non, bof. Ouais, c'est pas notre génération. Mais voilà, comme ça vous allez pouvoir découvrir aussi Bicycle Song, Red Hot Chili Peppers tout de suite sur Radio Campus Lille et on se retrouve juste après pour les news et la suite de l'émission.
De retour dans le Campus Sport Club en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM. J'ai vu que ça a un peu étonné Antoine, cette petite musique là. Non? Jamais. Ça t'a pas surpris un peu? Je l'ai calé à la fin de la chanson exprès pour reprendre. On va pouvoir poursuivre après les merveilleux résultats de Baptiste. On va passer au reste de l'actualité qu'il fallait à tout prix suivre et écouter. Juste après ce petit jingle, c'est Jean tout de suite dans les news. Football, cyclisme ou encore rugby, c'est les news de la semaine du Campus Sport Club. Oh, c'est parfait. C'est un jingle chirurgical et puis il a déjà donné un bel éventail de ce qui va nous attendre. Jean, on t'écoute pour ces news. Et ben ouais, on va reprendre un petit peu sur le football. On en a parlé tout à l'heure, mais Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement, les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Ce sera de la Ligue des Nations face à Israël ce jeudi et la Belgique lundi prochain. Et c'est une liste qui nous attriste pour certains noms, puisque on vous en avait parlé la semaine dernière, mais on a eu la retraite internationale d'Antoine Griezmann. En tout cas, on a surtout une liste qui a été quand même un petit peu remodelée, amputée de certains grands cadres de l'équipe de France de ces dernières années. On a aussi, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'absence de Kylian Mbappé, c'est quand même le capitaine. N'Golo Kanté qui est également blessé. On a quand même les 3 derniers capitaines qu'on a eu un petit peu ces derniers mois en équipe de France. Donc forcément, ça va bousculer un petit peu les choses. Malgré cela, à l'annonce de sa liste, Didier Deschamps n'avait pas convoqué de joueurs n'ayant aucune cape en équipe de France. On avait tout de même les retours de Wesley Fofana et Christopher Nkunku après un petit peu plus d'1 an d'absence. Les 2 joueurs de Chelsea, donc de retour dans la liste. C'est dans la lignée de leur très bon début de saison. Nkunku, on sait que c'est un poste qui va être un petit peu similaire à Griezmann, donc c'est forcément un profil en remplacement. Et puis Fofana derrière, histoire de tester de nouveaux profils. Mais on aura quand même un nouveau Titi durant ce rassemblement avec la blessure de Dayo Upamecano. C'est Loïc Badet qui fait son apparition dans l'équipe de France, tout simplement, qui devrait avoir ses premières minutes de jeu. Alors il avait déjà été appelé en septembre, mais blessé, il n'avait pas pu rejoindre le rassemblement. Ce sera donc pour cette fois. Et puis il y a un autre nom qui a fait pas mal parler dans le football français ces derniers jours, c'est Paul Pogba, la pioche, un joueur qui nous manque, j'imagine, à tous, qui était suspendu pour dopage, qui est toujours d'ailleurs suspendu pour dopage depuis le 11 septembre 2023 après un contrôle positif au DHEA qui a remonté au 20 août 2023 lors d'un match avec la Juventus de Turin qu'il n'avait pas joué. Et cette suspension a été allégée de 4 ans à 18 mois. Le tribunal arbitral du sport a reconnu que ce dopage n'était pas volontaire, le joueur ayant simplement pris un complément alimentaire qui lui avait été recommandé par un ami médecin, lequel lui avait affirmé suivre plusieurs sportifs de haut niveau et respecter le code mondial antidopage. Donc d'après le TAS, Paul Pogba a été coupable d'une grande négligence, mais pour autant n'a jamais voulu se doper intentionnellement, ce qui explique donc la réduction de sa peine. 4 ans, c'est un petit peu la peine que l'on a généralement pour à peu près tous les sports. Là, donc, c'est allégé puisque ce dopage n'est pas volontaire. Il pourra donc reprendre l'entraînement en janvier 2025 et la compétition au mois de mars. Mais à vrai dire, ça n'arrange pas forcément la Juventus. En tout cas, de ce qu'on a compris, il comptait pas vraiment sur lui. Ça fait quand même un bon moment qu'il est absent. En plus, actuellement, on lui verse un salaire qui est le salaire minimum autour de 3 000 euros. Le salaire de Paul Pogba à la Juve, c'est autour de 10 millions d'euros. Donc, ce sera à prendre en compte dans la masse salariale. Malgré tout, si on lui dit qu'il ne joue pas, on peut imaginer que il y aura potentiellement, en tout cas, on parle d'une rupture de contrat où les parties se mettraient d'accord et Paul Pogba qui se relancerait dans un nouveau projet. En tout cas, il est impatient de revenir. Il l'a dit dans un communiqué, cette période a été extrêmement éprouvante pour moi car tout ce pourquoi j'ai été travaillé si dur a été mis en suspens et j'ai tellement hâte de revenir sur le terrain. Alors forcément, moi les gars, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il peut retrouver l'équipe de France? Pas tout de suite, mais pourquoi pas? C'est un joueur dont on aurait besoin. Il a 91 sélections quand même sur le rassemblement actuel. L'homme le plus capé, c'est Ousmane Dembélé avec 51 sélections. Donc retrouver des cadres comme ça pourrait être important. Et puis pourquoi pas, ça pourrait donner des idées à Antoine Griezmann. Ça fait un peu électrochoc à tes stats. C'est vrai qu'on l'avait un peu perdu, mais en considération. Mais Giroud, Lloris, tout ça en moins, même Mbappé. Du coup, Dembélé numéro 1. Okay. Ça fait un peu mal. Pour ce qui est de Pogba, c'est vrai, est-ce que déjà, juste pour parler plus de ce que serait son utilisation en équipe de France, est-ce qu'au milieu de terrain, on a besoin d'un Paul Pogba par rapport au profil qu'on a déjà? Moi, je pense qu'il faut un joueur comme Paul Pogba, s'il retrouve la forme qu'il avait avant, un Paul Pogba, c'est totalement nécessaire parce que c'est un joueur qui, je sais pas si vous vous rappelez des qualités de passe les caviars qu'il donnait à l'Euro 2020, même à la Coupe du Monde 2018, franchement, c'est lui qui arrivait à casser les lignes et à amener
le premier danger dans la surface adverse. Donc pour moi, c'est un profil qui manque un peu, même si les Camavinga, Tchouaméni, c'est très solide au milieu de terrain. C'est un profil créateur qui manque un peu. Ouais, c'est peut-être ça, ce casseur de ligne et ce déclencheur, cet élément déclencheur peut-être dans le jeu de l'équipe de France. Et Pogba, retour au niveau, est-ce que vous pensez que ça peut se faire rapidement s'il est assez professionnel? Alors, rapidement, s'il s'entraîne bien, enfin s'il a pendant sa période de rééducation, s'il s'est bien entraîné, qu'il a réussi à retrouver un certain niveau, je pense que oui, ça peut se faire rapidement. Après, est-ce qu'à la Juventus, il a une place de titulaire à l'heure actuelle? J'ai du mal à voir l'issue. J'entendais Patrice Evra sur RMC Sport qui disait Marseille. Ça peut être une bonne option, Marseille, même si c'est quand même un budget conséquent. Je pense qu'au milieu de terrain, ça peut être une bonne option pour Marseille avec Adrien Rabiot, surtout. Ça peut faire un beau milieu. Peut-être que Pogba pourra s'entendre avec son futur club, comme je m'entends avec Jean, par exemple, sur les honoraires et la finance. Voilà, Jean, je sais pas si tu vas continuer ta chronique après cette information. On va essayer. En tout cas, un club français, c'est sûr que ce serait pour notre plus grand plaisir. Je prolonge l'anecdote d'ailleurs sur Ousmane Dembélé. Sachez qu'il va récupérer le numéro 7 d'Antoine Griezmann à partir de ce rassemblement. On enchaîne avec du football. On part du côté de l'Espagne et de 2 joueurs espagnols notamment. On va commencer plutôt avec une mauvaise nouvelle pour les fans du Real Madrid, les croisés pour Dani Carvajal, le Real qui, donc tu l'as dit, s'est imposé 2-0 face à Villarreal ce week-end, mais Carlo Ancelotti qui a perdu l'un de ses hommes de base. C'est une fin de saison pour Dani Carvajal et le latéral madrilène qui souffre de 3 graves blessures. On parle d'une rupture du ligament croisé antérieur, d'une rupture du ligament collatéral externe et du tendon popliteral. C'est la totale, 1 an d'absence. Ça risque d'être compliqué pour le Real Madrid. En tout cas, il va falloir sans doute trouver un remplaçant. À l'heure actuelle, il y a que Lucas Vazquez pour le suppléer à ce poste. On évoque pourquoi pas une arrivée au mercato d'hiver de Trent Alexander-Arnold. Ce sera à suivre en tout cas dans les prochains mois, mais clairement c'est un joueur majeur du Real depuis maintenant une décennie. Donc les conséquences pourront être massives. Et puis clairement, dès que tu sors une blessure, on connaît pas un des mots dans la blessure, c'est que c'est grave. Voilà. Donc je pense que c'est très très grave. C'est très très grave. Puis l'autre mauvaise nouvelle, elle concerne presque les Barcelonais. Si on voulait extrapoler sur l'autre joueur espagnol dont tu t'apprêtes à nommer. Effectivement, pardon, j'avais pas suivi la transition. Mais c'est parce que t'as dit les fans du Real, je me dis les fans barcelonais. On va contrebalancer bien évidemment une des légendes du club qui avait quitté le Barça en 2018, c'est Andrés Iniesta qui n'avait pas arrêté sa carrière à l'époque. Il était parti jouer pendant 5 saisons au Vissel Kobe et depuis 1 an, il était du côté des Émirats Arabes Unis à l'Emirates Club. Et voilà, ça y est, à 40 ans, l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération prend sa retraite. Il avait été champion du monde en 2010, offrant, même si on peut dire ainsi, la Coupe du Monde à l'Espagne, puisque c'est lui qui avait mis le but décisif en finale face aux Pays-Bas, champion d'Europe également, 4 Ligues des Champions. On ne le présente plus, les gars, mais le football perd quand même un de ces très très grands noms des années 2000 et 2010. Antoine, t'es ému? Très. Son petit duo avec Xavi, Xavi Iniesta avec Messi devant, on se souviendra toujours. L'équipe du Barça avec Pep Guardiola, c'était du grand football et on se souviendra longtemps. Il a même dit, je crois, qu'il était prêt à revenir à Barcelone pour un poste de... Xavi a un peu déjà aussi... Deco, Xavi, il y a des milieux de terrain qui commencent à s'empiler dans l'histoire du club. Il va pas se gêner, je pense. C'est clair. Et les autres, non, un tout petit mot, une petite pensée, un petit bisou, tu peux lui envoyer une dédicace. Non, mais c'est un super joueur et je pense que des milieux comme ça, on va avoir du mal à en trouver dans les années à venir. Alors peut-être que ça se fera, mais une légende autant comme Iniesta, ça va être compliqué, surtout avec sa paire, comme tu le disais, avec Xavi, franchement, mais l'un des meilleurs milieux de l'histoire, voire le meilleur. Tu dis ça va se perdre, mais c'est aussi peut-être les évolutions du football qui font que dans la manière d'enseigner le football aux jeunes, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé à l'époque, ça se fait peut-être plus aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Et presque tant mieux pour nous, ça restera eux, les vrais maîtres du ballon au milieu de terrain. Effectivement, allez, on va enchaîner les gars, on va revenir sur du 2 roues avec les 3 vallées Varesines qui avaient lieu cet après-midi, ou plutôt qui devaient avoir lieu, puisque après 60 km de course, la course masculine a été interrompue en raison des conditions climatiques totalement impraticables. C'était la bonne décision selon le champion du monde Tadej Pogačar dont on parlait tout à l'heure. Il était aligné sur la course avec, comme d'habitude, l'envie de s'imposer avec le maillot arc-en-ciel, mais comme il a déjà eu une première victoire ce week-end, c'était peut-être plus raisonnable de s'arrêter quand on voit déjà les risques que prennent les coureurs cyclistes. Si on peut leur épargner ça, c'est
c'est peut-être pas plus mal. En revanche, il y a un autre coureur cycliste qui a fait parler de lui cette semaine, c'est Luc Rowe, 34 ans. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom si vous suivez le cyclisme depuis un petit moment maintenant, puisqu'il vient de boucler sa 14e saison chez Ineos, auparavant Sky. C'était le fidèle lieutenant ou l'un des fidèles lieutenants de Chris Froome, en plus d'être un bon coureur de classique. Il a terminé 5e du Tour des Flandres et 8e de Paris-Roubaix. Et sa reconversion va être très rapide, puisque dès le 1er novembre, il va reprendre du service, mais il deviendra directeur sportif d'une équipe qui va très bien en ce moment, c'est Decathlon AG2R. Voilà, une équipe qui a connu une saison complètement dingue et qui donc fait appel à l'expérience d'un coureur à peine sorti du peloton, donc qui sait parfaitement comment ça marche. Ça peut être un atout très intéressant, et ce sera de toute façon intéressant de le voir dans ce nouveau rôle. On le dit aussi, c'est pas la première fois dans le cyclisme que des coureurs passent de l'autre côté du peloton. Il y a de nombreux anciens coureurs qui sont dans les voitures pour guider leurs coureurs, tout simplement. On enchaîne maintenant avec du rugby, avec le retour d'Antoine Dupont à l'entraînement. Le demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain a repris ce lundi avec son club, près de 2 mois et demi après son titre olympique en rugby à 7. Il doit rapidement rejouer en top 14 avant normalement de rejoindre les Bleus pour des tests en novembre. Et puis toujours du rugby, on a le retour de Hugo Oradou, qui est toujours mis en examen, qui a effectué un retour assez discret dans le 15 de départ de la section paloise. Malgré tout, c'est un retour qui s'est effectué dans l'indifférence quasi générale d'après l'équipe. À l'extérieur, Pau s'est incliné sur le score de 11-10. C'était face à Perpignan, et alors qu'il a effectué une demande de non-lieu, rien ne l'empêchait de rejouer au rugby ni d'être de nouveau sélectionné en équipe de France. Mais la FFR s'est montrée très claire. La justice doit d'abord faire son travail. Tant qu'il n'y aura pas de non-lieu officiel, Hugo Oradou comme Oscar Gégou ne rejoueront pas en équipe de France. On enchaîne avec du basket. LeBron James qui a joué avec son fils à 2 semaines du début de la saison NBA. La préparation a commencé, notamment pour les Los Angeles Lakers. C'est pour la première fois de l'histoire de ce championnat. Un père et son fils ont joué ensemble dans la même équipe. LeBron, malgré la défaite, a qualifié ce moment d'irréel. Malgré tout, on sait qu'il a quand même largement facilité l'arrivée de son fils. Celui-ci devrait effectuer la majorité de sa saison en G-League, donc le championnat de développement, mais on peut quand même se demander s'il a vraiment le niveau des Lakers, et surtout si on doit se réjouir de ces images ou déplorer le fait qu'il soit autant privilégié. Mais je vous vois autour de la table, je vois qu'on est un petit peu en retard, donc je vous fais pas réagir là-dessus. Juste confirmation que les JO d'hiver seront bien organisés en France. La semaine dernière, Michel Barnier a apporté au CIO la garantie financière de l'État, donc on aura bel et bien de nouveau des JO dans à peine 6 ans. Ce sera dans les Alpes françaises, et les différents responsables de la région ont salué cette décision. D'après Le Monde, une première garantie de 520 millions d'euros devrait être incluse dans le budget de l'État pour 2025 par le gouvernement, sous réserve bien évidemment que celui-ci soit adopté. On termine très rapidement avec une petite page de sport automobile pour vous dire que Sébastien Loeb a fait ses débuts avec le Dacia Sandrider. Sébastien Loeb qui se lance à l'assaut une nouvelle fois du Dakar à partir du 3 janvier, et ce sera au volant d'une nouvelle machine après avoir tenté l'aventure chez Peugeot puis chez ProDrive. Il a déjà participé 8 fois à la mythique course du désert. Il a terminé 5 fois sur le podium. On se demande donc s'il pourra enfin accrocher la principale course qui manque à son palmarès avec le Dacia Sandrider, qui a effectué des débuts plutôt remarqués. Victoire d'étape pour son coéquipier Nasser Al-Attiyah, qui est actuellement en tête du rallye du Maroc. Sébastien Loeb est dans le top 5. Pour l'instant, tout se passe bien. Et puis on termine avec une info un petit peu plus légère. Un pilote de Formule 1 a participé ce week-end au championnat du monde de gravel en Belgique. Alors pour rappel, le gravel, c'est cette discipline qui est à mi-chemin entre le cyclisme sur route et le VTT. Et parmi les concurrents, on comptait au départ un certain Valtteri Bottas, pilote de Formule 1 chez Sauber et vice-champion du monde chez Mercedes en 2019 et 2020, qui s'est découvert une passion pour le gravel depuis quelques années, sans doute alimentée par le fait que sa compagne Tiffany Cromwell soit cycliste professionnelle. Bottas a donc terminé 133e sur 247 dans la catégorie des 35-39 ans. Merci pour ce très beau condensé, là encore des actualités, des news. Et c'est vrai que pour Sébastien Loeb, un petit mot quand même, mais ce Paris-Dakar, s'il pouvait au moins l'avoir avant de mettre un terme à sa carrière, Dieu sait qu'on lui en sera reconnaissant. Et on va pouvoir enchaîner avec un autre grand nom du sport français pour le débat de ce soir. Effectivement, vous en avez peut-être entendu bien parler depuis presque depuis mercredi dernier, parce que c'est déjà aussi un petit événement qui soit venu jouer juste à côté d'ici au stade Pierre-Mauroy. On va parler un petit peu du cas Kylian Mbappé pendant 5 minutes avec cette situation un peu compliquée, périlleuse. Je sais pas comment vous le voyez, j'aimerais bien aussi avoir votre retour là-dessus. Il était blessé à la cuisse il y a 2 semaines de cela lors du match face à Alaves en Liga, et il était censé donc être absent pour le derby qui s'enchaînait face à Atlético. Il n'était bien pas là et il aurait dû être absent pour ce déplacement à Lille, et on commençait tous déjà à avoir notre petite larme. Et finalement, surprise, le bonhomme
revient, il est dans le groupe, il joue, il rentre quand même pour les 20 dernières minutes, donc il est en mesure de jouer. Juste après, la liste de Didier Deschamps tombe, comme l'a si bien dit Jean, et pas de Mbappé. On nous explique qu'il faut le préserver, sauf que le samedi soir, il est titularisé, il joue 70 minutes contre Villarreal. Pour revenir un peu sur cette situation, qui est quand même un cas... on parle pas de n'importe qui, c'est peut-être déjà arrivé, je pense par le passé, je me suis pas documenté jusque perpète, mais pour le capitaine, un joueur aussi important que Kylian Mbappé, sachant que tu parlais en plus sur le nombre de sélections, si Griezmann n'est plus là, c'était lui. Il y a une absence de cadre, ouais. C'était lui le numéro 1. Qu'est-ce que vous en pensez ici autour de la table sur cette situation? Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était logique? Parce que à l'inverse, c'est un peu délicat quand même de faire ce genre de manœuvre. Je pense qu'on saura jamais vraiment la vérité. Hein. C'est un peu de l'hypocrisie dans les déclarations. Ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Ouais, voilà, Diallo qui contredit Deschamps, ou plutôt l'inverse, Deschamps qui contredit Diallo. Le Real Madrid qui communique, tout le monde communique dans ses intérêts. Et je pense qu'on saura jamais vraiment la vérité de ce qui se passe. Avec cette situation qui a un peu commence à être de plus en plus connue au Real Madrid, et ça s'est intensifié, j'ai l'impression, depuis ces mois-ci. Ils aiment bien prétexter, ou en tout cas avancer, surtout des blessures, pour encore plus convaincre les joueurs de ne pas aller en sélection, les garder pour soi. Par contre, c'est plus le fait de les faire jouer quand même. Toi, Baptiste, tu trouvais ça normal qu'ils jouent, qu'ils soient titulaires même samedi Bah, dans le fait que, comme il est pas appelé en équipe de France, ouais, je trouvais pas ça logique qu'il joue avec le Real de Madrid. Et en plus, bon, c'est Didier Deschamps là qui doit être qui doit être complètement bouleversé, parce que lui, je pense que même comme nous, il a appris en voyant sur le terrain que Kylian Mbappé a joué. Donc ouais, c'est compliqué comme situation, que ce soit pour le Real, pour Mbappé et pour l'équipe de France. Et en plus, je pense que Mbappé, ça va moins être apprécié ce qu'il a fait, quoi. Ouais, peut-être lui déjà, ça va un peu entacher son image, mais comme peut-être le soulignait Antoine, il y a encore aussi cette incertitude de ce que Deschamps nous fait comprendre et ce qu'on lui a communiqué avant. C'est peut-être, nous, on n'est pas forcément dans ces dialogues-là. Peut-être qu'il était tout simplement au courant, je sais pas, Jean, que finalement le Real lui avait dit, en fait, s'il te plaît, tu peux l'annoncer pas dans la liste, mais nous, on pense pouvoir le faire jouer. Ouais, bah du point de vue du Real, c'est logique. Eux, ils vont tenter au maximum de préserver leurs joueurs. Moins ils jouent en sélection internationale, plus ça les arrange. Moi, le plus gros problème que j'y vois, c'est surtout dans la forme. Kylian Mbappé a été blessé il y a 2 semaines, c'est un fait. Il est revenu extrêmement tôt. Je me demande déjà si c'était vraiment nécessaire, parce que alors face à Lille, bon, la situation est compliquée. Il faut revenir au score. Lille menait 1-0, on le rappelle, les grands exploits. Voilà, exactement. Mais est-ce que face à Villarreal, il y avait vraiment besoin qu'il soit titulaire? Moi, je pense qu'effectivement, le préserver, c'est pas forcément une mauvaise idée pour un joueur qui a eu une très grosse saison l'année dernière. On a vu qu'il était vraiment fatigué, avec une préparation tronquée avec le PSG. Le laisser au repos, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est plutôt plutôt sur la forme. Dans ces cas-là, si on le laisse au repos, il n'y a pas d'intérêt de le mettre titulaire face à Villarreal. Si jamais le Real était en difficulté, pourquoi pas le faire rentrer, mais je pense pas qu'ils auraient eu besoin de lui pour s'imposer. De toute façon, il a pas fait un grand match et le Real s'est quand même imposé 2-0. Ouais. Donc dans la forme, il y avait moyen de s'éviter la polémique. Et puis on va arriver du coup doucement aussi sur cette petite question qu'on s'était gardée avec cette histoire de Capitana, parce que même plus que Mbappé, c'est aussi Griezmann qui du coup n'a pas pu être convoqué parce qu'il avait annoncé sa retraite internationale. Pour ce Capitana, là, Tom, tu penses que ça va s'arranger comment au sein du vestiaire de l'équipe de France? Comment ça va arranger, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, moi, je trouve que le gros problème, il est là, c'est qu'en fait, Kylian Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est Deschamps qui a décidé de lui faire confiance il y a quelques années, au détriment de Antoine Griezmann, qui aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui représente cette équipe de France et il fait partie de l'échec de l'Euro, parce qu'on peut dire que c'était un échec dans le jeu proposé, même s'ils sont arrivés en demi-finale. Et là, on arrive au début d'une nouvelle saison, où lors du dernier rassemblement, on perd contre l'Italie. On prépare la Coupe du Monde 2026 et notre capitaine n'est pas là pour commencer le groupe. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent justement en profiter. Et en premier lieu, je vois forcément Mike Maignan, qui même en dehors des terrains et dedans montre vraiment qu'il a cette autorité, il est compris par les joueurs. Et moi, je mets aussi une petite pièce sur Jules Koundé, parce que j'ai adoré son Euro, j'ai adoré ses prises de position aussi. Et puis c'est goût vestimentaire.
Aussi, j'avoue que... Alors, dans ces cas-là, il y en a un autre qu'il faut mentionner, c'est Ibrahima Konaté. c'est vrai. Il s'est lui-même d'ailleurs autoproclamé candidat cet après-midi en conférence de presse. Il a mentionné Très donc, vite même. Ouais, Il très vite. a pas dit son nom dernier poli. Non. Il a parlé d'abord de Mike Maignan. Ensuite, il s'est mentionné. Il a aussi parlé de Jules Koundé, comme tu le disais, et Aurélien Tchouaméni. Je pense que le nom, il est sûrement parmi ceux-là. Moi, la seule objection que je pourrais voir dans la tête d'un Didier Deschamps pour Mike Maignan, c'est que Mike Maignan a un petit peu haussé le ton dans le vestiaire après le match face à l'Italie, ce qui était une bonne chose, hein, il fallait le faire, mais de ce qu'on a lu en tout cas, ça a pas forcément plu à Kylian Mbappé, et Mike Maignan c'est un petit peu l'autre voix qui porte dans le vestiaire, donc si on veut vraiment donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé, peut-être que Didier Deschamps va choisir la solution la plus simple. Dembélé est le plus capé, je lui donne le brassard, et quand Mbappé revient, c'est lui qui le récupère. Mais c'est vrai que même dans le choix du capitanat à l'époque, j'aurais quand même vu Mike plus haut dans le débat plutôt que Mbappé, même Griezmann par son expérience. Et il y a aussi peut-être ce souci qui va se poser, c'est d'un joueur qui soit présent sur le terrain aussi à chaque match. Mbappé, c'est le titulaire indiscutable. Derrière, je pense que c'est quand même Mike. Ouais. Et on aura aussi ce problème peut-être de physique, de petites blessures répétées ces derniers temps. Peut-être aussi un peu d'incertitude là-dessus. Mais on pourrait voir Mike Maignan, l'ancien Lillois, porter le brassard. En tout cas, ça ne nous choquerait pas. Finalement. Et Ibrahima Konaté aussi, il y aura ce côté, est-ce qu'il sera à même d'être le titulaire indiscutable dans la charnière, alors qu'il y a Saliba ou Upamecano, c'est vrai que ça peut aussi nourrir un autre débat là-dessus. Il peut l'être pendant ce rassemblement, et après, on rend le brassard à Kylian. Un test. Voilà, de toute façon, Deschamps veut tester. Hein. C'est ce qu'il a dit. On l'a bien compris. On l'a très très bien compris. Écoutez, on va pouvoir tranquillement passer à la deuxième pause musicale du soir. On en parle de Kylian Mbappé, notre kiki de Bondy. Je vous propose, comme la semaine dernière, j'ai mis Griezmann et que j'ai mis une chanson un peu rigolote, dédicace. Vas-y, je me suis dit, on poursuit le délire dans le Campus Sport Club. Kiki de Bondy. Tout de suite. On se retrouve juste après pour Portrait et Immanquable. Tout de suite. Regardez, profitez. Allez, champions des champions! C'est incroyable! Et de retour après ce magnifique son sur Kylian Mbappé de Radio Campus Lille, c'était Kiki de Bondy. Oh là là, on a apprécié grandement cette chanson. C'est avec beaucoup d'ironie, hein, si vous l'avez pas deviné, j'ai bien insisté là-dessus. On va pouvoir poursuivre dans le Campus Sport Club. Je suis en train de préparer évidemment le petit jingle à venir. On va partir sur la séquence portrait présentée par Tom. On a déjà eu un peu de foot les semaines passées. On va quand même changer de sport. Bien évidemment. Pour ce portrait, on va partir sur un grand nom, déjà, hein, mine de rien, du cyclisme français qui, à 30 ans, a déjà bien roulé sa bosse et continue de parfaitement rouler les bosses, petit jeu de mots, dans son sport qui est le VTT. On va parler tout de suite de Viktor Gorecki dans le portrait. Tout de suite, il est l'heure du portrait de la semaine proposé par Corpus Sport Club. Bah alors, non, des problèmes de jingle maintenant. Ouais, un portrait, Tom, pour ça, proposé donc par toi, Viktor Gorecki. C'est ton choix de la semaine dans le portrait. Oui, tout à fait. Alors, fin août, il est devenu le premier Français champion du monde de VTT Short Track, qui est une dérive du VTT classique, mais en format plus court. Et cette semaine, Viktor Gorecki n'a pas pris à la légère la dernière course de l'année. En effet, le tricolore a triomphé à Mont-Sainte-Anne au Canada vendredi, venant conclure ainsi une année 2024 magique. Et surtout, cette victoire vient couronner un parcours merveilleux qui semblait lui être destiné, et ce, depuis toujours. Tout commence il y a une trentaine d'années, à 1000 km d'ici, dans le département de l'Hérault, dans les alentours de Béziers. Débutée en 1994, l'histoire de Viktor Gorecki est celle d'une passion, que dis-je d'un amour pour le vélo, qui est loin d'être le fruit du hasard. La voie du vélo se trace logiquement devant lui, dans le sillage de son frère, Clément. Clément Gorecki, un nom qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'il deviendra lui-même cycliste professionnel, mais qui stoppera sa carrière à l'âge de 26 ans de manière prématurée. Si son aîné de 4 années choisit de se spécialiser sur les routes planes, Viktor décide de lui prendre le chemin du tout-terrain. Un choix qui, nous pouvons le dire aujourd'hui assez fièrement, lui a plutôt très bien réussi. Très très bien. Puisque Viktor Gorecki s'affirme très tôt aux yeux des amateurs de VTT comme un spécialiste de sa discipline, en 2009, à tout juste 15 ans, le natif de Béziers décroche son premier titre, celui de champion régional du Languedoc-Roussillon dans la catégorie des cadets. Un premier succès qui lui permet déjà de prendre place parmi l'élite nationale, en témoigne sa 10e place au classement général de la Coupe de France la même année. Après être devenu un cadre du VTT, chez les cadets, le jeune cycliste réalise des premiers pas retentissants chez les juniors.
En 2011, Victor brille de mille feux dans toutes les compétitions où il concourt. C'est simple, il devient à seulement 17 ans champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Rien que ça. Des performances de haute volée qui lui permettent le Graal, celui d'endosser la légendaire tunique arc-en-ciel qu'il brandit fièrement dans sa chambre chez ses parents. Grâce à son palmarès XXL, Victor Koretsky fait déjà parler de lui, en devenant le sujet de plusieurs reportages. Pour VTT 34, un média héroleté spécialisé dans le cyclisme, le jeune sudiste décrivait avec toute son insouciance son énorme performance au championnat du monde. Je suis passé au start loop, la boucle de départ, je suis passé en 7e position, puis après au premier tour, je suis passé en tête avec 30 secondes d'avance, je crois. Puis j'ai fait qu'augmenter mon temps sur mes concurrents jusqu'à 2 minutes. Puis après dernier tour, j'ai complètement géré, j'ai arrivé avec 1 minute 18 d'avance, donc ouais, j'ai vraiment géré ma course, j'étais en pleine forme et c'était vraiment ma course, quoi. Avec de tels succès en bagage, Victor Koretsky devient donc logiquement l'un des grands espoirs du vélo tout-terrain français. Mais son avènement chez les professionnels est difficile pour l'Occitan, surtout dans une discipline comme le VTT où les trentenaires monopolisent les podiums. Après une adaptation chez les espoirs en 2013, le cycliste est performant mais pas assez pour réussir à décrocher de nouveaux trophées. Mis à part en 2016, sa première année dans l'élite, où il est sacré champion du monde du relais par équipe, aux côtés d'une certaine Pauline Ferrand-Prévot, qui vous vous en rappelez, a brillamment décroché l'or olympique cet été à Paris. Et justement, il aura fallu attendre l'année de ses 30 ans pour que Victor Koretsky réponde aux très hautes attentes qui le poursuivent depuis son adolescence. En 2024, il est devenu un cycliste incontournable avec un seul objectif en tête, celui de gagner. Cet été, aux Jeux Olympiques de Paris, Victor Koretsky a notamment frôlé le titre olympique après un duel épique contre le Britannique Tom Pidcock, comme tout le monde s'en rappelle. Coude à coude tout au long de la course, le tricolore s'est fait surprendre par un dépassement à la limite de la régulière venant créer un écart définitif quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Rappelez-vous. Il faut lancer. Allez, il faut rester devant. Oh, fermez la porte. Oh, non, il a été balancé. Il a été balancé par Tom Pidcock qui a fermé la porte. Tom Pidcock nous a fait une Tom Pidcock, c'est pas possible. Il a débranché le cerveau Tom Pidcock, il a balancé Victor Koretsky. Ouah, tout était magnifique. Coup de froid sur Elancourt. Victor Koretsky ne sera probablement pas champion olympique. Ouah, c'est pas possible, c'est le spécialiste, Si les souvenirs sont encore douloureux à entendre les commentaires, le Français a décroché quand même une superbe médaille d'argent devant son public, et il a rapidement transformé ses larmes de tristesse en larmes de joie en devenant un mois donc après champion du monde en short track. Avec le retour du maillot arc-en-ciel sur son dos et en pleine force de l'âge, le meilleur reste à venir pour notre Victor Koretsky national. Victor Koretsky, merci Tom pour ce beau portrait avec ces petits extraits sonores pour égayer tout ça. Et moi, petite question, messieurs, avant de pouvoir basculer sur la fin d'émission, et Antoine qui a très hâte de finir cette émission, j'imagine. Victor Koretsky, vous déjà, est-ce que c'est un nom qui vous parlait de par vos attraits pour le sport ou avant les JO? Ouais, moi je suis attentivement le cyclisme et notamment le VTT. Et bon, c'est vrai que VTT, on a plus tendance à regarder du côté des femmes parce qu'on a quand même Pauline Ferrand-Prévot qui nous a ramené quelques petits titres ces dernières années. Et Loana Lecomte en plus qui Lecomte, voilà, qui on l'espère va prendre maintenant la succession. Mais c'est vrai que chez les hommes, c'était un petit peu la référence. En tout cas, il s'impose comme la référence avec Jordan Sarrou, mais il a un petit peu pris le dessus ces derniers temps. Et voilà, au JO, il y a eu cette petite déception, forcément, parce que même grosse déception, je pense, parce que il y avait peut-être les moyens d'aller s'imposer, mais en face c'était Tom Pidcock qui a quand même fait une course énorme et c'est clairement un des top 3 mondiaux sur le VTT actuellement. Et Baptiste ou Antoine, pour finir cette page portrait, est-ce que vous avez vu la course en direct de ces JO? Qu'est-ce que ça vous a procuré, ou vous avez vu le résultat en tout cas? Moi j'ai plutôt vu l'arrivée. C'est vrai que c'est l'arrivée quand Victor Koretsky fait une petite erreur et ça lui coûte la victoire, c'est vraiment triste parce que pour moi il avait la capacité pour aller chercher ce titre au JO. C'était pour lui. Ouais, c'est dommage. En plus, il avait pu profiter d'une petite crevaison juste avant. Ouais. Très bien. Merci en tout cas Tom pour avoir un peu évoqué ce coureur qui n'est pas connu de tout le monde, et c'est tant mieux parce que c'est quand même un grand nom finalement du cyclisme masculin français. Et on arrive lentement mais sûrement avec les immanquables, avec la chronique d'Antoine pour finir, les rendez-vous de la semaine. C'est tout de suite juste après ce jingle. On arrive en fin d'émission et c'est l'heure des immanquables tout de suite dans le CSC. Bon alors du coup, immanquable, encore football pour commencer. Toujours.
Et effectivement, on commence cette chronique des immanquables par le foot et la trêve internationale. Nous le savons, cette trêve ne fait pas plaisir à tous les supporters qui les jugent un peu trop fréquentes, mais qu'importe, nous y sommes et l'équipe de France sera confrontée à Israël ce jeudi à 20h45 et le match sera à suivre sur TF1. Il aura lieu en Hongrie en raison de la situation plus que tendue en Israël. Ce match comptera pour la 3e journée de Ligue des Nations où les Bleus sont toujours dans la course pour la première place malgré leur défaite face à l'Italie au Parc des Princes 3-1 le 6 septembre dernier. Et dès lundi prochain, pour la 4e journée, les Diables Rouges tenteront de se venger contre les Bleus après la victoire 2-0 de la France au Groupama Stadium de Lyon le mois dernier. Le match Belgique-France sera diffusé sur TF1 également à 20h45 lundi prochain. Je vous avoue avoir peiné à trouver d'autres matchs de prestige cette semaine dans cette compétition, un petit Espagne-Danemark samedi à 20h45 sur l'équipe 21, ou encore Allemagne-Pays-Bas lundi à la même heure et sur la même chaîne. Mais après une petite recherche, j'ai trouvé des matchs vraiment immanquables. Préparez les agendas et bloquez directement ces dates. Le grand Gibraltar-Saint-Marin, jeudi à 20h45. Vous en avez marre du jeu de Didier Deschamps? Ne vous infligez pas ce match face à Israël et allumez l'équipe live, je vous assure ce sera un régal pour les yeux. Et toujours dans ce même groupe de la mort en Ligue des Nations, vous retrouverez dimanche à 18h Liechtenstein-Gibraltar. Toujours sur la même chaîne, un conseil, préparez les popcorn. Et on poursuit avec le tennis et l'ATP 1000 de Shanghai. Le tournoi est à vivre en intégralité sur Eurosport. Et après la magnifique victoire de Gaël Monfils en 3-7 ce matin, 7-6, 2-6, 6-1 face à Hugo Humbert, il sera confronté à environ 8h du matin à Carlos Alcaraz demain, tête de série numéro 3 en 8e de finale. On rappelle la belle start list de ce tournoi avec les 4 premières têtes de série, Yannick Sinner, Sacha Zverev, Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic. Les 4 monstres sont encore en lice et joueront tous demain en 8e de finale. L'affiche de ces 8e est sûrement Yannick Sinner, Ben Shelton, qui sera à suivre à 6h30. Sinon, les 4 meilleurs joueurs du monde risquent évidemment de se rencontrer en demi-finale vendredi. La finale, elle, aura lieu dimanche vers 10h30. Du côté du cyclisme, c'est la fin de saison et elle se termine ce dimanche par le dernier des 5 monuments, le Tour de Lombardie. Après la victoire impressionnante de Pogačar au championnat du monde, il s'avance avec un costume arc-en-ciel de grand favori. Lui qui a gagné les 3 éditions précédentes. Il a même l'occasion d'égaliser l'Italien Fausto Coppi avec le record de 4 victoires consécutives sur l'épreuve entre 1946 et 1949. Malgré tout, des outsiders sont prêts à gâcher la fête, comme Remco Evenepoel ou même Enric Mas, qui était 2e en 2022. Notre espoir français se nomme David Gaudu, qui est en bonne forme ces dernières semaines. Va-t-il surprendre tout le monde et succéder à Thibaut Pinot, dernier vainqueur français en 2019, après la victoire de Christophe Laporte sur Paris-Tours? Il faut y croire. Et en rugby, le top 14 continue à battre son plein pour la 6e journée qui va se dérouler ce week-end. Je peux vous donner 2 affiches marquantes à regarder. Toulouse-Clermont, samedi à 21h05 sur Canal+, et Lyon, le Stade français, dimanche à la même heure et encore sur la même chaîne. Les 4 clubs sont clairement postulants pour le top 6. Il sera très intéressant d'observer Toulouse après leurs 2 défaites consécutives. La défaite face à Bordeaux était la première à domicile depuis 2 ans, alors ils auront à cœur de se racheter devant leurs supporters face à Clermont. Et on poursuit avec le basket et nos féminines de l'ESBVA de Villeneuve-d'Ascq. Ah, le Nord. Le Nord, toujours. Il faut. 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. C'est le coup d'envoi de la saison européenne avec l'Euroleague contre Fenerbahçe. Le match est à suivre en direct sur la chaîne YouTube FIBA. Et mine de rien, c'est le remake de la finale de la saison dernière où nos joueuses se sont inclinées sur le score de 106-73 après un magnifique parcours. Malgré un début de saison compliqué avec 2 défaites en 2 matchs, demain, c'est l'heure de la revanche. Et enfin, le meilleur sport pour la fin. Je sais que ce n'est pas la semaine prochaine, mais je préfère vous prévenir. J'aime trop le biathlon pour ne pas vous donner le nombre de jours avant la reprise, 52 jours. Vous voyez cette ambiance hivernale qui arrive, où dès que tu zappes à la télé, tu te retrouves devant un film de Noël, et si tu as le malheur d'être accompagné d'un fan, tu es condamné pour au moins 1h30. Ah, super. Eh bien, avant que les problèmes soient d'actualité, c'est déjà la solution parfaite. Mettez directement l'équipe 21 pile à l'heure des courses, c'est à vous de condamner celui qui vous accompagne, et il peut s'estimer heureux. Hein. Généralement, il est condamné pour moins d'1 heure, et le scénario, cette fois-ci, est loin d'être prévisible. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci Antoine pour ces immanquables. Avec, retenez-le, donc 52 jours. Je pense que, comme tu le disais, les films de Noël et les musiques de Noël arriveront un peu plus tôt. Et ça va pas nous manquer. Merci en tout cas à vous 4, à Baptiste, Jean-Tom et donc Antoine d'avoir participé à cette nouvelle heure du Campus Sport Club sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Ça va? Ça vous a plu? Ouais, ça s'est bien passé. Super. Merci à toi. Merci. Mais très bien. Vous allez revenir de toute façon. Et vous serez toujours aussi bien payé. En sourire, en bonne humeur. Il faut que je trouve. J'ai créé des petits coupons, des points.
On fera le nécessaire, voilà. En tout cas, je vais pouvoir vous laisser avec les musiques de la nuit sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine pour 1 heure d'émission. Et moi, d'ici là, je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.